fait le top quand c'est bon. C'est en live? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont avec nous ce soir dans la salle. On salue aussi tous les internautes qui sont sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, pour suivre ce live. Merci à vous, Marlène Schiappa, d'être venue aujourd'hui au QG. Bonsoir et merci à vous. On est très heureux de vous accueillir au QG de la République En Marche. Depuis l'annonce de ce live, nous avons reçu énormément de questions qui, j'espère qu'on va pouvoir répondre un maximum ce soir avec vous. Juste une petite introduction. Je voudrais juste rappeler que vous êtes actuellement secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Tout à fait. Et que vous avez récemment porté un projet de loi qui a été adopté début août et qui renforce la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et voilà. Donc, je vous propose maintenant de passer aux questions des internautes. Donc on va commencer par une petite question de Sarah, qui demande pourquoi cette loi et à quoi va-t-elle servir? Alors d'abord, bonsoir et merci à toutes les personnes qui ont posé des questions dans le cadre de la préparation de ce Facebook Live. On va essayer de répondre à un maximum de questions et j'essaierai, si je ne peux pas répondre à toutes, dans la mesure du possible, de répondre par écrit sur la page Facebook d'En Marche pour qu'il y ait le plus de réponses apportées possible. Alors cette loi, je l'ai portée avec ma collègue la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Et notre volonté, c'est dans le cadre de la grande cause du quinquennat du président de la République pour l'égalité femmes-hommes, d'assurer une meilleure condamnation des violences sexistes et sexuelles. Parce que les calculs officiels nous disent qu'on peut estimer à 1% seulement le nombre des violeurs qui font réellement de la prison. C'est une estimation, bien sûr, comme toute estimation, elle peut être affinée ou précisée, mais quoi qu'il en soit, nous considérons que ce chiffre est trop faible et qu'il faut mieux condamner le continuum des violences sexistes et sexuelles, donc les viols, mais aussi les violences conjugales, le harcèlement de rue, les agressions sexuelles et puis toutes les nouvelles formes de violences sexuelles. Je pense au harcèlement de rue qui a été sous les radars des politiques publiques pendant des générations. Je pense au upskirting, pardon pour l'anglicisme, il n'y a pas encore d'équivalent français, c'est le fait de prendre des photos des femmes sous leur jupe à leur insu, dans les transports en commun par exemple, ou dans les cabines d'essayage. Je pense à l'usage de la drogue du violeur. Tous ces usages-là sont désormais mieux condamnés et plus explicitement condamnés dans cette loi. Donc c'est l'objet de cette loi. C'était une loi que nous avons beaucoup travaillé avec la rapporteure de la loi, qui est députée de Marseille, qui s'appelle Alexandra Louis, qui était avocate dans la vie civile et qui s'est occupée de plusieurs cas de défense d'enfants qui ont été confrontés à des violences intrafamiliales ou à des violences sexuelles. Et donc ensemble, avec les députés de la commission des lois, mais aussi les députés de la délégation aux droits des femmes, et avec les sénateurs, nous avons réussi à fournir un texte qui soit un texte dense, puisqu'il est parti de 4 articles, il y en a 11 au final, et qui est un texte précis et un texte constitutionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de recours devant le Conseil constitutionnel, il n'y a pas eu de question de constitutionnalité. Ce texte est un texte solide juridiquement et qui renforce considérablement toutes les condamnations des violences sexistes et sexuelles. Voilà pourquoi cette loi. Justement, une question de Caroline, qui est assez cash d'ailleurs, qui demande: est-ce que vous allez faire en sorte que nous ne fassions plus jamais emmerder dans la rue? Alors merci pour cette question. Effectivement, la question du harcèlement de rue, je l'ai dit, elle est restée sous les radars des politiques publiques. Et moi, ça m'a frappée de voir que pendant des années, on ne parlait pas du harcèlement de rue. C'était une forme de fatalité, finalement. Peut-être aussi parce que les féministes des générations précédentes ont acquis un certain nombre de choses, comme la criminalisation du viol, qui étaient les violences les plus lourdes, et puis que maintenant, on s'occupe de ces violences-là. Mais peut-être aussi que c'était un tabou, et que maintenant, ça n'est plus un tabou grâce à des femmes courageuses qui s'élèvent, qui dénoncent. Je pense à Marie Laguerre, qui a fait une vidéo. Je pense à Camille Serre également, qui a plus récemment partagé une vidéo sur Instagram d'un harcèlement qu'elle a vécu. Et effectivement, pendant la campagne présidentielle, le président de la République, quand il était candidat, Emmanuel Macron, a annoncé qu'il créait une verbalisation du harcèlement de rue. C'est-à-dire que désormais, la police, dès lors que cette loi sera mise en œuvre, la police pourra verbaliser, mettre des amendes dès lors qu'il y aura des faits de harcèlement de rue. Donc il n'y aura pas un policier derrière chaque femme qui est harcelée dans la rue, comme on le dit souvent,
Néanmoins, ça pose un interdit social. Il est primordial que les lois de la République en France inscrivent qu'il est interdit de menacer, d'intimider, d'humilier des femmes dans l'espace public, d'entraver leur liberté. Donc c'est un enjeu important de société qui respecte les valeurs fondamentales de la République. Et au-delà de cette loi, c'est un combat culturel. C'est pour ça que nous allons prochainement lancer, sous l'égide du Premier ministre Édouard Philippe, une grande campagne de communication en télévision pour interpeller les témoins des violences sexistes et sexuelles, et notamment du harcèlement de rue. Parce que si les témoins interviennent pendant le harcèlement de rue, eh bien, ça peut stopper l'escalade de ces violences et empêcher ce harcèlement de se transformer en agression physique ou sexuelle. Et ça, c'est important. Justement, il y a une question d'Elec qui demande concrètement dans la rue, si vous vous faites agresser, etc., concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller porter plainte? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors, ça dépend de l'agression. Il y a des agressions qui sont déjà actuellement caractérisées, qui étaient déjà caractérisées avant cette loi. Par exemple, l'injure publique. Par exemple, le fait de mettre une claque, un coup de poing à quelqu'un. Par exemple, l'agression sexuelle, que souvent on désigne sous le terme de main aux fesses ou frotteur. Une main aux fesses, quelqu'un qui se frotte, comme on dit dans le langage courant, ce sont des agressions sexuelles. Donc on peut bien évidemment aller au commissariat de police et déposer des plaintes. Et c'est utile. Et je ne veux pas laisser dire ce qui se dit souvent, que c'est inutile d'aller déposer des plaintes. On l'a vu dans l'affaire de la jeune femme qui a filmé, qui a récupéré un film du harcèlement et de l'agression violente qu'elle a subie. Un suspect a été interpellé et appréhendé par les forces de l'ordre aujourd'hui même, cette semaine en tout cas. Donc c'est important, on peut déposer des plaintes. Pour ce qui est du harcèlement de rue, notre volonté, c'est que la verbalisation soit efficace et donc qu'il ne soit pas nécessaire de déposer des plaintes, mais qu'il y ait des amendes immédiatement pour éviter justement aux femmes d'avoir à se rendre dans les commissariats pour des faits de harcèlement de rue, donc c'est-à-dire tout ce qui n'était pas caractérisé dans la loi. Suivre une femme, l'invectiver, lui demander 17 fois son numéro de téléphone, faire des bruits de bouche, etc. etc. Et du coup, s'il n'y a pas de policiers sur place, etc., comment prouver qu'il y a eu une agression une fois qu'on est au commissariat ou autre part? Alors, comme dans toutes les agressions, en fait. Et moi, je suis toujours frappée de voir qu'il y a un argumentaire qui est développé pour empêcher quelque part ou freiner ou interroger la judiciarisation des violences envers les femmes, qui n'est développé que pour ce sujet. Par exemple, quand vous êtes cambriolé ou quand on vous vole votre téléphone, personne ne vous dit jamais « ça sert à rien d'aller porter plainte, tu ne connais pas le cambrioleur ou le voleur de ton téléphone dans la rue ». C'est un argumentaire qu'on ne développe que pour ce sujet. Donc heureusement, il y a des enquêtes qui sont menées, il y a des témoignages qui peuvent être apportés, d'où encore une fois le rôle primordial des témoins. Il y a des enquêtes, il y a des preuves qui peuvent être trouvées, il y a des faisceaux d'indices concordants qui peuvent amener à identifier des personnes, même si on ne les connaît pas au moment où on va déposer une plainte. D'accord. Et du coup, je passe à un sujet beaucoup plus large. Depuis que vous avez fait passer votre loi, il y a eu énormément de fake news qui ont circulé. Et François me demande pourquoi il y a eu autant de fake news, comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Alors, c'est une question quasiment philosophique, il nous faudrait 4 heures devant nous. Je vais essayer d'être synthétique, plus que je ne le suis jusqu'à présent en tout cas. Mais effectivement, j'ai passé l'été, comme peut-être certains d'entre vous, à voir sur les réseaux sociaux circuler que nous avions un gouvernement sataniste, que nous avions légalisé la pédophilie, que nous allions apprendre aux enfants à se masturber à l'école à partir de l'âge de 4 ans, etc. etc. Ai-je besoin de démentir le fait d'être sataniste? Je n'en suis pas sûre. Ai-je besoin de démentir le fait que nous légalisons la pédophilie? Moi, je fais partie des gens qui veulent parier sur l'intelligence des gens. C'est-à-dire, je veux partir du principe qu'en France, il y a des citoyennes et des citoyens qui sont intelligents, qui ont une capacité de réflexion, une capacité de discernement et qui sont en mesure de réfléchir et d'avoir du recul quand ils voient un post Facebook non sourcé. Donc, heureusement, les journalistes, les véritables médias, Libération, Le Monde et d'autres ont fait un travail formidable de décryptage de ces fake news en étant objectifs, sans être forcément sans faire des louanges sur la loi forcément, mais en tout cas en étant vraiment factuel et en rappelant que non, en aucun cas on assouplirait les règles de consentement. Au contraire, nous les durcissons, de dire que non, nous ne légalisons pas la pédophilie. Alors nous avons fait une petite recherche cet été et il s'avère que finalement, les extrémistes qui diffusent cela en pariant, eux, sur la stupidité collective, eh bien, eux, en fait, n'ont pas beaucoup d'imagination parce que le fait de dire qu'on va apprendre la masturbation aux enfants, ils ont copié-collé des argumentaires qu'ils utilisaient déjà contre Najat Vallaud-Belkacem. Et le fait de dire qu'on va légaliser la pédophilie, eh bien, Theresa May a été victime de la même fake news pendant cet été. Donc, on voit qu'il y a une offensive par hasard ou pas, je ne sais pas, en direction des femmes responsables politiques et que nous sommes sur des sujets brûlants
qui prête parfois au fantasme et à l'interprétation. Je voudrais dire une seule chose, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, croyez la loi. La loi, elle est disponible, nul n'est censé ignorer la loi, comme le dit l'adage. Donc allez sur Légifrance, qui est un site sur lequel vous avez les textes de loi. Vous verrez qu'il n'y a rien sur la masturbation à l'école, qu'il n'y a rien d'ailleurs sur l'école dans cette loi, et qu'il n'y a évidemment rien pour assouplir ou légaliser la pédocriminalité. Au contraire, nous luttons fermement contre cela en renforçant les condamnations de façon très très forte. Justement, les fake news tournent énormément aussi beaucoup autour du consentement, la notion de consentement dans votre loi. Et Joseph demande, du coup, concrètement, est-ce qu'il y a un consentement dans votre loi ? Alors, il n'y a pas de consentement dans la loi. Ça, c'est un débat, il n'y en avait pas avant, il n'y en a pas plus maintenant. Le viol en France, il n'est pas caractérisé en droit par l'absence de consentement, stricto sensus. La définition du viol, c'est une pénétration, un rapport sexuel avec pénétration obtenu par les violences, la menace, la contrainte ou la surprise. Il y a des pays dans lesquels on parle de consentement. En France, ceux qui avaient fait la loi sur les viols précédemment, bien avant nous, avaient choisi de ne pas retenir le consentement, et nous faisons ce même choix au prétexte ça peut desservir la victime. C'est-à-dire si une femme, ou un homme au demeurant, ou un enfant dit qu'elle a été violée, et qu'on lui demande si elle a consenti, et qu'elle dit non, mais qu'en fait elle était sous la contrainte d'une arme, et qu'elle a dit oui, ça veut dire qu'elle aurait consenti. Donc nous trouvons que c'est une notion qui est trop faible pour la victime, et nous gardons la définition du viol. Nous n'avons pas touché à la définition du viol existante. Le viol, c'est un rapport sexuel avec pénétration obtenu sous la menace, la contrainte ou la surprise. Et nous avons rajouté une disposition spécifique pour les moins de 15 ans. Il est faux de dire qu'il n'y a pas de seuil d'âge dans cette loi. On a vu n'importe quoi circuler, n'importe quoi, sans que ce soit très souvent vérifié. Il était dit que nous avions abaissé le seuil d'âge à 5 ans. Il était dit qu'il n'y avait pas de seuil d'âge. Il a été dit tout et rien. Encore une fois, la loi, rien que la loi, vous n'êtes pas obligé de me croire. Lisez la loi. L'article 2 de cette loi dit que lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime. Autre alinéa, lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, donc l'âge de 15 ans figure dans la loi, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime, donc par son âge, ne disposant pas du discernement nécessaire à ces actes. Donc l'âge de 15 ans, il est bel et bien inscrit, noir sur blanc, dans cette loi, et nous renforçons la capacité du juge à caractériser le viol quand il est survenu sur quelqu'un de moins de 15 ans. Ce que nous n'avons pas fait, c'est que nous n'avons pas fait de peine automatique parce que nous sommes dans un état de droit. Tout citoyen, quel qu'il soit, a le droit à un procès et à ne pas être condamné automatiquement par la loi. C'est cela que nous n'avons pas fait, mais l'âge de 15 ans, il est dans la loi, noir sur blanc. D'accord. Et justement, au niveau des plus petits, il y a aussi des fake news qui ont circulé. Par exemple, il y a Fad qui nous dit qu'il serait prêt à retirer ses enfants de l'école, de leur faire l'école à domicile, parce qu'il aurait entendu parler comme quoi il y aurait de l'éducation sexuelle au tout petit. Donc est-ce que vous pourriez... Alors d'abord, moi, je peux comprendre les inquiétudes des parents. En tant que mère de famille, moi-même, j'ai besoin de savoir ce qui va être appris, enseigné aux enfants à l'école. Donc je peux comprendre qu'il y ait une forme de fébrilité quand on entend dire ceci ou cela. Encore une fois, quelle est la source de ça ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de source. C'est une fausse information, c'est une rumeur. La source, ce sont des tracts imprimés, on ne sait pas par qui, et diffusés dans les transports en commun ou aux abords des gares. La source, ce sont des sites conspirationnistes. La source, ce sont des fausses vidéos qui fabriquent de faux documents, de fausses informations. Donc il n'y a pas de source. La réalité, c'est que depuis la loi de 2001, il est prévu 3 séances par an d'éducation à la vie affective et sexuelle. Mais ce ne sont pas des cours ni de masturbation, ni de pratique sexuelle. Évidemment pas. Ce sont des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. Qu'est-ce que l'on apprend dans ces séances ? Eh bien, le respect d'autrui, ce qui fait partie des fondamentaux sur lesquels Jean-Michel Blanquer insiste, c'est-à-dire lire, écrire, compter, respecter autrui à l'école primaire. Ces séances, elles sont dispensées avec bien évidemment l'équipe éducative et avec l'appui d'associations qui ont des agréments IMS du ministère de l'Éducation nationale. C'est un agrément intervention en milieu scolaire, donc qui sont toutes validées
par les services du ministère de l'Éducation nationale. Et on y apprend le fonctionnement de son propre corps, des informations par exemple sur les cycles reproductifs. On y apprend justement la notion de consentement qui ne figure pas dans la loi, mais qui est importante pour avoir un respect des relations entre les filles et les garçons, les filles et les filles et les garçons et les garçons. C'est ce type d'informations que l'on apprend dans les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. En aucun cas, il n'y a de cours de masturbation et bien évidemment, c'est adapté à l'âge de l'enfant. Je voudrais rappeler que l'école, elle est là pour instruire, les parents sont là pour éduquer, l'école elle est là pour instruire, pour transmettre des savoirs et pour transmettre aussi des valeurs. Et l'égalité entre les filles et les garçons, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une valeur fondamentale de la République française. Il est normal que l'éducation nationale la transmette aux enfants. Faisons confiance à l'éducation nationale. Il y a une question qui revient énormément depuis quelques jours. On nous demande si ce soir vous allez faire la promotion de votre livre. Alors je remercie les internautes de faire eux-mêmes la promotion de mon livre, puisque je ne comptais pas la faire. Et ça me permet de revenir là-dessus encore sur une fausse nouvelle, ou plutôt une nouvelle détournée. Moi j'ai vu des articles disant Marlène Schiappa se sert de l'argent de l'État pour faire la promotion de son livre. Où Marlène Schiappa se sert de son statut pour publier un livre. D'abord, je voudrais rappeler quelques faits, c'est-à-dire que j'ai publié mon premier livre, j'avais 24 ou 25 ans, je n'ai pas attendu d'être secrétaire d'État pour publier des livres. Donc en aucun cas, je ne me sers de mon statut de secrétaire d'État pour publier des livres ou pour en écrire. J'en ai publié une bonne vingtaine en quelques années, donc je n'ai pas attendu d'être au gouvernement, je ne me sers pas de mon statut, première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui m'est reproché ? Il m'est reproché le fait qu'une personne dans mes services, pensant bien faire, et forwarder un mail d'invitation à une soirée à des journalistes. C'est-à-dire, en temps, ça lui a pris 3 secondes de prendre un mail et de le forwarder automatiquement en pensant bien faire. Donc, je ne vais pas blâmer cette personne, c'est une erreur humaine qui est tout à fait compréhensible et pardonnable. Elle a pensé bien faire, ça a coûté 0 €. Donc j'entends des choses, genre rends l'argent, etc. Ok, quel argent ? Ça coûte 0 € de transférer un mail en 3 secondes. Donc je pense qu'il faut garder la mesure de toute chose. Ce n'est pas bien, ce n'est pas quelque chose que nous referons. Nous avons renforcé les procédures et les validations de transfert. Je suis extrêmement vigilante à ce que ce soit très étanche, mais sincèrement, qu'on ne me dise pas ça à moi, je paye ma propre bouilloire, mes propres sachets de thé, qu'on ne vienne pas me faire croire que moi, j'aurais pris tel ou tel argent, que je me serais servi de ça pour écrire mes livres. C'est même plutôt l'inverse, puisque je fais attention justement à ne pas me servir de cela pour promouvoir mon livre. Et peut-être à l'avenir, j'en écrirai moins pour éviter ce débat. Et justement, un internaute qui s'appelle Christophe demande quel est le titre de votre prochain livre érotique ? Merci Christophe, décidément beaucoup de fans de mes livres dans la salle. Moi, je trouve ça intéressant de poser ce genre de questions parce que ça nous montre... Alors évidemment, je crois que ce n'est pas une question qui est forcément bienveillante. Il me semble avoir vu passer avec quelques smileys qui accompagnaient cette question. Ça nous montre à quel point les femmes sont sans cesse... On tente sans cesse de réduire les femmes à quelque chose et notamment à une sexualité. Parce qu'ils ne me demandent pas quel est le titre de mon prochain livre. Ils me demandent quel est le titre de mon prochain livre érotique. Ça veut dire qu'ils considèrent qu'il y aurait des sujets interdits aux femmes ou des sujets que les femmes n'auraient pas le droit d'aborder ou pour lesquels elles devraient se sentir humiliées quand on leur dit « vous avez écrit un livre érotique ». Je voudrais rappeler qu'avant moi, Aurélie Filippetti, qui était ministre de la Culture, avait écrit un livre dans lequel il y avait une scène érotique et quand elle a été nommée, quel que soit ce qu'elle disait sur les réseaux sociaux, il y avait toujours des petits malins pour lui rappeler cette scène. Il y a d'autres hommes politiques qui ont écrit des livres avec des passages érotiques. Je n'ai pas l'impression que ça suscite autant de fantasmes, de débats ou de tentatives de les rabaisser, entre guillemets, parce que j'imagine que cette personne considère que je vais me sentir rabaissée. C'est raté. On change un peu de thématique. J'ai une question d'Élodie. Elle aimerait bien savoir pourquoi est-ce que les gens vous appellent Marlène et non pas Madame la Ministre. Et est-ce que vous pensez que c'est parce que les femmes sont forcément consentantes d'office de cette familiarité, etc. C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il y a 2 choses différentes. Il y a le fait qu'effectivement, souvent dans les articles, les femmes politiques sont réduites à leur prénom, alors qu'on appelle les hommes par leur nom de famille. Alors moi, j'ai plutôt l'impression qu'on m'appelle plus souvent par mon nom de famille, mais peut-être que je me trompe. Donc il y a une chose qui est ce traitement sexiste. Le sexisme, c'est traiter des femmes ou des hommes négativement, différemment, à raison de leur sexe.
Quand on traite tous les hommes en les appelant monsieur le ministre ou par leur nom de famille, et qu'on traite toutes les femmes en les appelant par leur prénom, c'est du sexisme. Après, il y a aussi peut-être une forme de familiarité ou en tout cas de proximité qui fait que souvent, moi-même, je propose aux gens de m'appeler par mon prénom, et là, ce n'est pas sexiste puisque c'est moi qui le propose. D'accord. Du coup, un peu, pas la même thématique, mais toujours en rapport entre femmes et hommes, j'ai une question sur l'égalité salariale, en fait, qui, en fait, en gros, me demande savoir si un jour vous allez vous attaquer à ce problème. Oui, alors on s'y est attaqué fermement avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, puisque dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, il y a un volet très important sur l'égalité salariale qui sera mis en œuvre dès que la loi sera promulguée, qui prévoit que l'on publie désormais les écarts de salaire entre les femmes et les hommes dans les grandes entreprises, et on donne à ces entreprises un délai de 3 ans pour résorber ces écarts de salaire. C'est vraiment un sujet majeur. Parce qu'il y a encore 9 à 27% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, 9% à poste égal, 27% au global. Ça a un impact sur la répartition des rôles dans les couples hétérosexuels dans le cadre des responsabilités familiales. Ça a un impact aussi sur les retraites, puisqu'au final, il y a un écart de montant de retraite entre les femmes et les hommes de plus de 35%. En Europe, 37% en France. Donc c'est énorme. Et ça vient aussi de ces écarts de salaire et puis des interruptions de carrière qui elles-mêmes sont parfois justifiées par ces écarts de salaire. Donc c'est une urgence de faire en sorte qu'il y ait une véritable autonomie financière des femmes et puis que les femmes, simplement, soient payées autant que les hommes. Donc transparence sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes et puis grand plan sur 3 ans pour résorber ces écarts de salaire entreprise par entreprise. On est très déterminés. Le Premier ministre en a parlé tout à l'heure à l'université d'été du MEDEF en rappelant aux entreprises qu'elles auraient bientôt 3 ans uniquement pour résorber totalement les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Donc on travaille vraiment dessus de façon résolue. Et justement, il y a des hommes qui se sentent un peu délaissés puisqu'on me demande est-ce que vos lois sont applicables aussi pour les hommes et pas seulement aux femmes ? Bien sûr, et d'ailleurs il a tout à fait raison de le rappeler. Moi je crois qu'il y a un sujet qui est peut-être encore plus tabou, je ne vais pas dire archi dans les tabous, mais qui est les violences sexuelles commises sur les hommes. Si vous réfléchissez, combien d'hommes qui ont une notoriété ont fait état publiquement du fait qu'ils avaient été victimes de violences sexuelles ? Moi, j'en connais moins de 5, et pourtant c'est un de mes sujets d'expertise. Si on regarde dans les acteurs, dans les artistes, dans les journalistes, dans les auteurs, quel homme a déjà fait état publiquement du fait qu'il a été victime de violences sexuelles ? Très peu. Or, statistiquement, il y en a forcément beaucoup plus que cela. Donc je crois qu'il y a véritablement un tabou important et que nous devons justement accompagner les hommes. C'est pour ça aussi que mon secrétariat d'État ne s'appelle plus droit des femmes, mais égalité femmes-hommes, pour passer à une nouvelle génération, à une mise en application des droits pour arriver à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, mais aussi pour rendre visibles les hommes, parce qu'il y a effectivement des hommes qui sont victimes de viols. Et d'ailleurs, ma loi, elle prend cela en compte en disant que désormais, quand une pénétration est infligée, c'est-à-dire quand vous avez, entre guillemets, subi la pénétration, eh bien, on considère que c'est un viol aussi à partir de maintenant. Pour être trivial, un homme qui a subi une fellation qu'il n'avait pas souhaitée, que ce soit par une femme ou par un homme, eh bien, ce sera désormais considéré, grâce à cette loi, comme un viol. Donc c'est aussi un progrès pour les hommes qui sont victimes de violences sexuelles. Avec ce déluge un peu de fake news et les gens se perdent un peu sur tout ce qui se passe, dans vos explications, mais du coup il y a Audrey qui me demande pourquoi est-ce que sur les réseaux sociaux on entend uniquement parler que de tout ce qui est notion d'âge ? Parce qu'il y a des mobilisations, il y a des associations et des militants pour qui c'est un sujet vraiment primordial, important, et je comprends, je partage cette importance qui est accordée à ce sujet. Et puis peut-être parce que c'est une manière aussi de résumer le débat. On a eu un débat dans un premier temps pour savoir si c'était 13 ans ou 15 ans. Ça a été 15 ans qui est inscrit dans la loi, je vous l'ai lu tout à l'heure, vous pouvez le vérifier sur Légifrance ou sur le site du gouvernement. Mais effectivement, on est du coup passé à côté un peu d'autres dispositions, comme le upskirting que j'évoquais tout à l'heure, comme la disposition sur les viols subis par des hommes que j'évoquais tout à l'heure aussi. Donc effectivement, il y a d'autres choses qui sont importantes. Puis je crois qu'il y a aussi, on va peut-être pas être dans l'angélisme, pas des bisounours, il y a aussi des gens qui font de la politique, en fait, c'est-à-dire, et donc il y a des gens qui se font profession de simplifier le débat pour cliver. C'est plus facile de cliver et d'attiser
des haines ou des rancœurs de manière facile en brandissant des grands mots ou des totems que de construire une loi qui soit efficace, qui soit constitutionnelle et de faire le travail de pédagogie pour expliquer cette loi aux citoyennes et aux citoyens. Quand on est dans la nuance, on n'est pas écouté. Donc on a vécu cet été un concours d'outrance entre tel ou tel opposant politique pour telle ou telle raison et quelle que soit sa forme, disant c'est un scandale, c'est une honte et ça nous amène à la pédophilie légalisée. Alors que si on restait dans un débat rationnel disant voilà, votre texte il dit ça, nous on voulait qu'il dise ça, peut-être que c'est moins repris, peut-être que ça permet moins d'attiser les haines, les peurs, etc. Il y a des gens qui ont intérêt à attiser les haines et les peurs. Je veux dire, ne nous mentons pas, il y a des élections prochainement, européennes, ensuite municipales. Il y a un débat politique qui est ce qu'il est, il y a des oppositions qui sont ce qu'elles sont. Moi, j'aimerais rappeler que dans le cadre des débats sur cette loi, personne, aucun parlementaire n'a voté contre cette loi. Au Sénat, aucun sénateur, aucune sénatrice n'a voté contre cette loi. Elle a été votée à l'unanimité au Sénat. Il y a eu une CMP, une commission mixte paritaire. C'est le moment où les sénateurs et les députés se réunissent entre eux, sans le gouvernement, pour se mettre d'accord sur le texte. Cette CMP, elle a été conclusive, c'est-à-dire personne n'est parti en jetant les papiers et en criant c'est une loi inadmissible. Au contraire, tout le monde a dit quelle bonne loi, nous avons un texte qui est intéressant, qui est ce qu'il est, nous le signons, nous le validons, cette CMP est conclusive. Ensuite, à l'Assemblée nationale, que s'est-il passé? C'était le dernier texte voté, il a été voté tard dans la nuit. Aucun député n'a voté contre, tous les députés présents, c'est presque une centaine, ont voté pour et aucun n'a voté contre. Donc là encore, quand j'entends des postures de tel ou tel opposant politique disant « Ah, scandale, inadmissible », que n'étiez-vous là pour voter contre cette loi si vous la trouviez scandaleuse? Vous n'avez pas voté contre, donc vous trouvez... Si vous avez voté pour, comme l'UDI par exemple, ça veut dire que vous trouvez que c'est une bonne loi. Donc vous votez pour et après vous dites que c'est une mauvaise loi. Soyez cohérents, ne mentez pas à vos électeurs et mieux, ne vous mentez pas à vous-même. Et au-delà de ça, j'aimerais interroger sur le message qui est envoyé. Quand on dit aux gens, quand on clame « le consentement est à 5 ans, la pédophilie est légalisée », quel est le but de cela ? Quel est le but de dire qu'en France, la pédophilie est légalisée, alors que nous mettons notre énergie pour dire le contraire, pour dire que c'est interdit, pour dire qu'on ne touche pas aux enfants, pour dire qu'il faut lutter contre la pédocriminalité, pour dire que toute la société doit s'indigner des viols, des enlèvements, des rapts, des agressions sexuelles contre les petites filles, contre les petits garçons? Quel est l'intérêt de faire croire que la pédophilie est légalisée? Qui est-ce que ça sert? Quid prodest, comme on demandait en latin? Voilà, c'est la question que je pose. D'accord, merci. Du coup, Nicolas me demande comment renforcer la lutte contre le cyberharcèlement. Est-ce qu'il y a une collaboration envisagée avec les gérants des réseaux sociaux? Vaste question, Nicolas. Alors, dans cette loi, il y a un volet contre ce qu'on a appelé les raids numériques, c'est-à-dire le cyberharcèlement en meute. Quand plusieurs personnes, de concert, ouvertement ou pas, se liguent contre une personne pour la harceler et que le harcèlement est caractérisé par le nombre. Donc peut-être est-ce un peu ironique, mais j'ai eu l'occasion d'inaugurer cette loi en déposant une plainte justement pour ce fait. Parce que justement, dans le cadre de ces fausses nouvelles, j'ai reçu des milliers quotidiennement de menaces, de morts, de viols, de photomontages, de vidéos, d'insultes, d'injures, etc., etc. Mais je ne suis pas la seule. Et le sujet, c'est pas moi. Le sujet, à chaque fois, je me dis, c'est comment la jeune fille qui a 16 ans, 17 ans, qui habite quelque part, peut-être où elle est éloignée d'un commissariat, qui ne peut pas peut-être en parler à ses parents parce qu'elle a peur ou parce qu'elle a honte, parce que les cyberharceleurs se basent aussi sur le phénomène de honte ressentie par la victime, comment elle fait? À l'heure actuelle, je suis désolée de le dire, mais les hébergeurs, les réseaux sociaux ne sont pas à la hauteur, ne sont pas au niveau de ce qu'ils devraient faire. Quand on voit que des photomontages ou des insultes contre des jeunes filles ou moins jeunes au demeurant, ou des propos antisémites, des menaces de mort sont laissés des jours entiers, parfois des semaines en ligne, sur Twitter, sur Facebook, sur le forum jeux vidéo 1225, qu'on salue, sur l'ensemble de ces plateformes, quand on voit que des vidéos sont laissées sur YouTube, sans qu'il y ait la moindre réaction, quand on remplit un formulaire et qu'on nous répond « ça n'enfreint pas les standards de la communauté », alors qu'il y a des injures, des menaces de mort, des propos sexistes, antisémites, homophobes, je pense que ça doit nous interroger. Donc je suis en train d'y travailler avec Mounir Majoubi. Nous attendons un rapport bientôt qui a été fait par des parlementaires, qui est un rapport contre la haine en ligne, qui doit nous permettre d'avoir des propositions efficaces. Et nous allons avec Mounir très bientôt justement convoquer l'ensemble de ces parties prenantes pour leur demander, les mettre face à leurs responsabilités tout simplement, et leur demander de prendre leurs responsabilités et de se conformer tout simplement à la loi française. Alors c'est ce que j'ai fait quand j'ai rencontré Sheryl Sandberg chez Facebook aux États-Unis. Le président
de la République l'a fait dans le cadre de l'événement Tech for Good qu'il a organisé à l'Élysée. Et nous continuons, avec le secrétaire d'État au numérique, à porter cette parole inlassablement pour que désormais, ce ne soit plus une zone de non-droit sur Internet et que ceux qui profèrent ces propos, ces images, ces menaces, eh bien, soient condamnés, tout simplement comme la loi le prévoit. Et justement, dans cette nasse de Facebook, de fake news, lapsus, du coup, j'ai une question d'Anne qui pense que vous êtes opposé aux associations. Alors, pas du tout. J'étais présidente d'un réseau et d'une association pendant presque 10 ans, qui était bénévole au demeurant, et qui ne touchait aucune subvention. Et j'ai été maire adjointe pendant quelques années, chargée de l'égalité femmes-hommes. J'ai beaucoup travaillé avec les associations. Moi, je crois que les associations, dans nos domaines, dans les domaines de l'égalité femmes-hommes, de la protection de l'enfance, etc., ce sont des associations qui souvent font un travail formidable, avec peu de moyens, souvent avec des bénévoles. Et je crois que c'est souhaitable qu'elles aient toujours plus de moyens. Il y a énormément effectivement de fausses informations qui circulent, de fausses associations, deuxième lapsus, de fausses informations qui circulent. Par exemple, il est dit parfois qu'on aurait coupé les vivres de telle ou telle association. C'est faux et ce sont des données publiques qui sont vérifiables encore une fois. Toutes les associations nationales de lutte contre les violences sexistes et sexuelles ont vu leurs subventions maintenues à l'euro près. Certaines ont même vu leurs subventions augmenter considérablement. Des associations qui ont plusieurs centaines de milliers d'euros par an, et c'est légitime quand elles sont bien utilisées, qui ont vu des augmentations. Je pense par exemple au collectif féministe contre le viol, qui a eu 60 000 euros d'augmentation de subventions. Et c'est ma fierté, dans un contexte délicat en termes de budget, d'avoir dégagé de l'argent, des dizaines de milliers d'euros en plus pour ces associations qui mènent un travail remarquable, parce qu'on envoie les gens appeler les associations. Il faut que ces associations soient équipées, outillées, qu'elles se sentent soutenues. Elles font aussi un travail de plaidoyer qui est un travail important. On organise les universités d'été du féminisme les 13 et 14 septembre à la Maison de la Radio pour débattre, pour valoriser aussi les associations. Il y aura le planning familial, il y aura Femmes Solidaires, il y aura la Fédération nationale Solidarité Femmes 3919, il y aura le Point Noir, il y aura En Avant Toutes, et beaucoup d'autres associations qui seront représentées. Nous leur donnons une tribune pour qu'elles s'expriment et pour inciter chacune et chacun à s'engager auprès de ces associations. Donc parce qu'il y a une ou deux associations qui sont en opposition politique avec le gouvernement, ce qui est leur droit le plus total, et je ne baisse pas leurs subventions non plus, pour cette raison, je ne touche pas à leurs subventions, même quand elles sont en opposition avec le gouvernement. Donc je crois plutôt que ça mérite d'être salué et d'être encouragé. Mais c'est vrai que nous voulons dépasser le cadre associatif. L'égalité femmes-hommes, ça doit concerner l'ensemble de la société et pas uniquement des associations militantes, même si encore une fois, je les respecte, j'en viens. Mais nous devons toucher toutes et tous les Françaises et les Français, même au-delà des associations. J'ai une question qui est un peu en réaction à ce que vous avez expliqué un peu plus tôt. C'est Mélissa, qui est maman de 4 enfants, qui souhaite réellement savoir si les enfants vont être confrontés à l'éducation sexuelle à la maternelle et qui ferait ces cours. Alors non, pas la maternelle. Qui ferait ces cours? Eh bien, comme j'expliquais tout à l'heure, avant tout dans l'école, et moi je dis tiens, je suis fille de proviseur et de prof et sœur d'une directrice d'école. J'ai mon respect pour l'éducation nationale. Je travaille vraiment main dans la main avec Jean-Michel Blanquer, et tout ce que nous expliquons là, ce ne sont pas les décisions que je prends dans mon coin. Ce sont des choses qui sont dans les lois de la République française depuis 10 ou 15 ans et qui sont mises en œuvre avant tout par le ministre de l'Éducation nationale, qui est le seul responsable des politiques publiques de l'éducation nationale. Et donc c'est la circulaire de Jean-Michel Blanquer qui est envoyée aux recteurs dans toute la France pour les inviter à mettre cela en œuvre. Donc il y a une hiérarchie dans l'éducation nationale. Ce n'est pas un univers d'auto-entrepreneurs. Il y a des recteurs d'académie, il y a des inspecteurs, inspectrices, directrices, il y a des chefs d'établissement, il y a des enseignantes et des enseignants, et c'est sous leur responsabilité que dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement, ces séances se déroulent avec le concours d'associations qui ont des agréments IMS. Et ça, c'est important parce que cette loi, depuis 2001, qui existe,
existent, parfois elles pouvaient donner lieu à des interventions dans les établissements à gré le gré de telle ou telle personne qui intervient dans l'établissement. Nous voulons justement que ce soit vraiment réglementé et qu'on ait véritablement un contrôle important de l'éducation nationale sur les associations qui interviennent et qui ont donc ces agréments intervention en milieu scolaire IMS délivrés seulement et uniquement par le ministère de l'Éducation nationale. Donc il est évidemment, je le répète, hors de question d'enseigner ni la masturbation, ni aucun de ces sujets, ni aucune pratique sexuelle à des enfants, et encore moins à des enfants de 4 ans. Il est vraiment question de consentement, de respect de l'autre, de connaissance de son corps, des cycles de la reproduction, de la santé, ce qu'on appelle la santé sexuelle et reproductive. Et il n'est évidemment pas du tout question d'enseigner des pratiques sexuelles. Il y a des vidéos et des documents qui circulent qui ne sont pas des documents officiels. Attention, vérifiez à chaque fois la source des documents. Il y a des documents qui sont des documents suisses des années 2000 qui sont présentés comme des manuels français de l'éducation nationale. Ce n'est évidemment pas le cas. Moi, j'ai envie de dire aux parents que s'ils ont un doute, eh bien, qu'ils se rapportent à l'enseignante ou à l'enseignant, qu'ils posent la question, qu'ils n'hésitent pas à le faire, qu'ils n'hésitent pas à demander à la directrice, au directeur d'école, à l'enseignante, à l'enseignant, au moment de la rentrée ou même avant, ce qu'il en est, ou qu'ils se rapprochent aussi des préfectures les plus proches de chez eux, qu'ils posent la question. Et puis, s'ils ont besoin d'avoir plus d'informations, qu'ils s'adressent au service de Jean-Michel Blanquer ou à mes services. Et bien évidemment, nous répondrons à tous les parents qui, de bonne foi, sont inquiets ou ont tout simplement des questions et ont besoin d'être rassurés. On va juste prendre 2 questions encore. La première, c'est une question assez cash. Vous faites quoi contre les mecs qui profitent des filles bourrées en soirée ou pire, qui les droguent ? C'est une très bonne question. Il y a une disposition dans cette loi. Ça fait partie des choses justement qui sont dans la loi contre les violences sexistes et sexuelles. Nous avons pris un article de loi, une disposition contre ce qu'on appelle la drogue du viol. Donc désormais, ce sera une circonstance aggravante que d'avoir administré une substance destinée à altérer le discernement de la personne qui a été victime de violences sexuelles, qu'il s'agisse de GHB ou de drogue, ou qu'il s'agisse d'alcool administré à son insu dans le but d'abuser sexuellement ou de violer cette personne. Donc évidemment, c'est un sujet que nous prenons vraiment à cœur et qui sera désormais, à partir de cette loi, une circonstance aggravante. Et enfin, dernière question pour conclure, et faire un petit récapitulatif, je pense. Thomas demande si vous pourriez récapituler clairement tout ce qu'il y a dans cette loi. Merci Thomas. Alors, je vais me répéter, mais je crois encore une fois qu'il faut que chacun se procure le texte de cette loi, parce que nous l'avons écrit de la manière la plus claire possible, avec Yael Braun-Pivet, la présidente de la commission des lois, avec le groupe de députés qui ont travaillé sur le harcèlement de rue, Laetitia Avia, Élise Fagel, Erwan Balanan. Nous avons fait en sorte que cette loi elle soit le plus claire possible, avec Marie Mercier, qui n'est pas La République En Marche, qui est des Républicains et qui était rapporteur de cette loi pour le Sénat, avec Philippe Bas, le président de la commission des lois au Sénat, qui est lui aussi les Républicains. Nous avons travaillé ensemble et nous avons fait ce texte de loi, un texte le plus clair possible. Dedans, eh bien, il y a un article qui fait en sorte d'allonger les délais de prescription pour les crimes commis sur mineurs. C'est important, on en parle moins maintenant, on en parlait beaucoup quand c'était une demande des associations et maintenant qu'elle est satisfaite, on en parle beaucoup moins, c'est important, c'est le premier article. Désormais, quelqu'un qui a subi des violences sexuelles, des viols dans son enfance a jusqu'à 30 ans après sa majorité pour déposer une plainte et judiciariser cela. Donc on a allongé ce délai de prescription, c'est important. Il y a cet article qui dit « Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées, etc. etc. » Donc qui renforce la condamnation pour que le juge puisse fermement dire que même si l'enfant ne s'est pas débattu, même si l'enfant n'a pas crié, même si l'enfant n'a pas dit non, il a moins de 15 ans, les faits sont commis sur moins de 15 ans, article 2 de cette loi contre les violences sexistes et sexuelles, c'est une condamnation pour viol. Donc ça, c'est véritablement quelque chose d'important. Article 3, ce que j'évoquais, la drogue du viol. Quand on administre une substance, eh bien, ce sont des circonstances aggravantes avec un certain nombre de dispositions additionnelles. L'article 4, ce sont des actions de sensibilisation en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, qui a été porté par des députés qui ont voulu véritablement qu'on agisse en direction de ces personnes.
Donc c'est vraiment quelque chose d'important et qui va véritablement changer les choses pour toutes les personnes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Je ne vais pas vous lire l'ensemble du reste de la loi, mais il y a l'outrage sexiste, donc la verbalisation du harcèlement de rue, le fait que désormais on considère que les enfants qui sont témoins de violences conjugales sont considérés désormais comme des victimes de violences conjugales. Ça devient une circonstance très aggravante de cela, pour le dire en langage intelligible. C'est une disposition qui a été rajoutée par la rapporteure de la loi, Alexandra Louis, qui est très mobilisée sur ces questions, et c'est une très bonne disposition. Il y a également des stages contre les outrages sexistes, en plus de la verbalisation du harcèlement de rue. Les gens qui seront condamnés devront s'adonner à des stages à leur charge, évidemment. Il y a le upskirting, donc le fait de prendre des photos de l'intimité des femmes sous leur jupe. Et puis il y a toutes les autres dispositions plus spécifiques dont je vous épargne la lecture parce que je crois, hélas, que j'ai déjà dépassé mon temps de parole. Mais comme je le disais tout à l'heure, je vais tenter, s'il n'y en a pas trop, de répondre aux questions sur la page Facebook d'En Marche par écrit, aux questions auxquelles je n'ai pas pu répondre là oralement, pour vraiment qu'on puisse répondre à toutes et à tous. Et je voudrais m'adresser aux personnes qui suivent ce Facebook Live avec leurs députés ou avec leurs référents de La République En Marche. N'hésitez pas à leur poser des questions. Ils sont et elles sont en mesure de vous répondre. Elles sont et ils sont en mesure de vous donner le texte de loi. Et s'il y a des questions auxquelles il n'y a pas de réponse, on les fera remonter et nous vous apporterons des réponses. Nous ne voulons laisser aucune question sans réponse parce que c'est une bonne loi, c'est une loi ferme, c'est une loi importante qui va mieux condamner les violences sexistes et sexuelles et qui va permettre d'opérer un changement de société pour que toutes et tous, désormais, nous nous indignions face aux violences sexistes et sexuelles et que nous les fassions mieux condamner en justice. Merci beaucoup. Merci à vous, merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Je pense qu'on a couvert à peu près toutes les questions. Merci beaucoup d'être venu au QG de La République En Marche. Merci à vous qui avez suivi ce live sur les réseaux sociaux. Et